Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne, la 5e dimension. Alors, que je vous explique un petit peu d'où m'est venue cette réflexion. À l'heure actuelle, aujourd'hui, depuis plusieurs mois maintenant, à la table à laquelle je participe, nous tournons avec une semaine sur deux des parties différentes, avec d'un côté des one-shots, qui s'enchaînent, et de l'autre côté, des campagnes, mais qui sont elles-mêmes saucissonnées en chapitres, c'est-à-dire on va jouer le premier chapitre de telle campagne, on va passer à autre chose, et puis on reviendra après au deuxième chapitre de cette campagne, etc. C'est des raisons pratiques qui ont fait qu'on a choisi de s'organiser comme ça. Ça permet de jouer à plusieurs jeux différents, tout en ayant quand même des choses sur la longueur. Et du coup, ça m'a amené à réfléchir sur les différences fondamentales entre le jeu en one-shot et le jeu en campagne. Alors bien sûr, les différences de base, tout le monde les connaît. Il y a le fait que lorsqu'on joue un one-shot, même si c'est sur 2 ou 3 séances, on a un arc narratif plutôt réduit. Et puis, une fois qu'on est arrivé au bout de cet arc narratif, eh bien, l'aventure se termine et après on passe complètement à autre chose, voire on change complètement de jeu, de personnage, etc. Tandis qu'en campagne, on va avoir la résolution d'un premier arc narratif, et puis derrière, quand on reprend la même campagne sur un chapitre différent, un deuxième arc, voire 2 arcs en même temps qui se lancent, et à nouveau, avec toujours ce fil rouge, ce décor qui évolue, le monde, le setting dans lequel sont immergés les personnages, qui lui continue à progresser. Et par rapport à ça, j'ai réfléchi à une autre façon d'envisager les choses, et m'est apparu quelque chose de très important qui est rarement évoqué. C'est ce que j'ai appelé cette fameuse 5e dimension, qui est quasiment inexistante en one-shot, et qui par contre est très très importante, à mon avis, de mon point de vue, sur les campagnes. Alors, je vais prendre une analogie, je vais raisonner, faire la différence entre par exemple la lecture d'un livre et le visionnage d'un film. Si vous êtes sur un média comme le cinéma, vous allez regarder votre film, arrivé au bout de votre film, le film est fini, éventuellement le soir même ou le lendemain, vous y repensez un petit peu, mais basta. Ça s'arrête là, vous le rangez mentalement dans les films que j'ai aimés pour telle et telle raison, les films que j'ai trouvé moyens pour telle et telle raison, les films que j'ai détestés, etc., etc. Mais ça s'arrête là. En fait, votre travail mental est lui aussi contingenté dans le temps. A contrario, lorsque vous lisez un livre, voire une saga en plusieurs tomes, le temps de lecture est rarement sur une seule période. Vous allez passer peut-être 3 semaines à lire 2 ou 3 tomes d'une saga qui vous intéresse. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, même si c'est inconscient, votre personne, votre cerveau, en réalité, entre les moments de lecture, il va se nourrir des informations parcellaires et il va arriver à maturer quelque chose par rapport au personnage du roman, par rapport à l'intrigue elle-même, par rapport, ça peut être des suppositions que vous faites, tiens, il va se passer ça par la suite. En tout cas, vous avez un vrai travail, au sens premier du terme, ça vous travaille à l'intérieur. Eh bien, je trouve que cette 5e dimension, elle est des plus importantes dans le jeu en campagne. Et je dois même dire que pour avoir un peu passé du temps à réfléchir là-dessus, je finis par me dire que c'est peut-être l'élément qui différencie le plus le jeu en one-shot du jeu en campagne. Au-delà de l'histoire, de ce récit qui se construit sur plusieurs périodes, c'est le fait que les personnages, les joueurs plutôt, vont évoluer. Et lorsqu'on est dans une partie, on est confronté, le maître du jeu nous pose une situation, et puis on réagit en interprétant notre personnage, voilà, etc. Mais on est toujours un peu dans le feu de l'action. C'est une réaction immédiate, sans recul. Il arrive, pour certaines scènes, de type il faut prévoir un stratagème pour par exemple réussir à rentrer dans le palais du grand marchand pour aller lui dérober des documents. Là, on va même jouer dans la partie cette période de préparation du coup. Il y a même des jeux comme Fiasco où on vous propose même le gros du jeu, c'est l'organisation de ce que vous allez faire plus que la résolution elle-même.
Il n'empêche qu'à la fin de la séance, si c'est un one-shot, vous êtes rentré chez le marchand, vous avez récupéré les documents qu'il vous fallait et c'est fini. En campagne, c'est pas du tout pareil. Alors, ce que ça pose comme difficulté, entre guillemets aussi, et je pense que c'est peut-être pour ça que les campagnes à un moment s'essoufflent au niveau de la dynamique, c'est qu'il faut que cet investissement, cette 5e dimension, elle soit investie plus ou moins de façon homogène à la table. Alors je vais commencer par enlever le cas particulier dans un jeu traditionnel du maître de jeu. Lui déjà, même en one shot, si c'est un scénario qu'il prépare, qu'il écrit lui-même, il a cette 5e dimension. C'est-à-dire qu'il a un moment qui est hors de la partie, dans lequel il est déjà dans l'univers, dans le jeu et en quelque sorte dans la partie, qui est un moment, alors là ça dépend, mais je pense que majoritairement si vous interrogez les maîtres de jeu, ils vous diront que pour eux, s'ils le font comme ça, c'est aussi parce que c'est un kiff, et donc s'ils passent 5 heures à préparer un scénario, pendant ces 5 heures, c'est un peu comme s'ils jouaient en solo. Pour eux, c'est pour moi, quand je prépare des scénarios, même si des fois ça me réclame du temps, de l'énergie, etc., c'est aussi et avant tout du plaisir. Et du plaisir lié au jeu, puisque si je suis dans tel jeu avec tel univers, tel système, voilà, mon plaisir va tourner autour de ces petites pierres là que je vais assembler pour proposer quelque chose à mes joueurs. Si je suis sur un autre décor, un autre système, un autre jeu, cela sera différent. Donc voilà, ça c'est le maître de jeu, lui il a toujours ça. Les joueurs, c'est complètement différent. Si vous faites jouer à vos joueurs des one-shots, ils n'ont pas cette dimension. Elle est inexistante. Alors peut-être si votre one-shot se déroule, si vous faites des séances courtes et qu'il y a 2-3 séances, peut-être ils l'auront un petit peu. Je pense pas que ça travaille autant que sur une campagne. Sur une campagne, votre personnage, il a les moments dans la partie où, comme ça, dans le feu de l'action, il faut qu'il réagisse à chaud, avec l'idée qu'il se fait et la façon dont il a envie d'interpréter son personnage. Et puis, il a cette 5e dimension qui se met en branle au début de la campagne et qui généralement est plus on avance, plus elle est sollicitée, parce que plus le personnage a vécu des choses. Au scénario 3, il est confronté à un événement, par exemple, un événement de drama assez important. Sur le coup, il va réagir d'une façon. Et puis, au scénario 8, quand son personnage aura évolué, quand il va repenser, bien souvent, il va se dire « Ah oui, mais si ça m'arrivait la même situation, exactement avec les mêmes antagonistes, les mêmes protagonistes, la même ville, le même truc, aujourd'hui, je réagirais différemment. » Alors qu'il est dans le même univers, avec le même personnage, et confronté à la même situation. Ça signifie bien qu'en réalité, cette part d'appropriation qui se passe, qui se déroule dans le cerveau des joueurs sur la 5e dimension en campagne, elle est hyper importante. Et elle est, à mon avis, c'est ça qui fait le sel, la saveur du jeu important. Quel que soit le système, quel que soit l'univers, quelle que soit la qualité d'intrigue, des PNJ, des décors, des rebondissements qu'aura prévu le maître de jeu ou que la table aura amené par ses choix, etc. L'intérêt de la campagne, c'est ça, c'est de permettre à vos joueurs d'aller au-delà du simple jeu. Et j'irai même plus loin, je pense que c'est une des particularités vraiment propres au jeu de rôle qu'on ne retrouve pas dans les autres jeux. J'ai beau chercher dans ma mémoire, penser à d'autres jeux qui réclament ça, en fait non. En fait, non, quand vous faites un jeu, alors si je prends les jeux de plateau par exemple, vous allez jouer, même si vous dites, allez, on fait un championnat du monde de Formule D et tous les week-ends on joue un Grand Prix, tous les week-ends vous allez revenir, vous allez juste avoir votre place au classement général et ça va être pareil pour vous. Il va falloir choisir les vitesses dans les virages, décider de doubler, de rentrer au stand, etc. Ça va rien changer. En jeu de rôle, ça change la partie du tout au tout selon le travail que vous avez fait. D'abord parce que ce travail peut vous amener à faire des nouvelles propositions qui amèneront la partie ailleurs. Et ensuite, et surtout, parce que ça c'est pas tous les joueurs, c'est vraiment les joueurs proactifs qui vont aller dans ce sens-là, mais ensuite et surtout, ça va faire que les situations qui vous sont proposées, vous n'y réagissez pas de la même façon. Et comme je vous le disais, pour que ce soit là où ça fonctionne le mieux, c'est si cet investissement à la table, il est homogène. Alors,
Nous, on joue en virtuel, par exemple, à ma table. Donc, ça passe par, de temps à autre, des petits échanges sur un forum entre parties, où moi, en tant que maître de jeu, je redonne quelques éléments. Certains joueurs, et moi aussi quand je suis joueur, on fait des petits retours pour expliquer comment notre personnage a vécu telle ou telle scène, de manière à permettre de bâtir quelque chose de commun, puisque le jeu de rôle, c'est quand même d'essayer de faire un récit commun. Ça ne fonctionne pas non plus si chacun des personnages, chacun des joueurs se bat, entre guillemets, dans sa tête à 3000 tout seul, sans prévenir les autres joueurs de la table. À un moment, il va y avoir un décalage qui va faire que ça va devenir incohérent. Donc, il y a cette possibilité de communiquer entre les parties, qui là encore est du temps de 5e dimension, et qui permet en plus, moi je trouve ça assez heureux parce qu'en termes de dynamique, ça, les trucs qui sont pas trop intéressants à jouer, la gestion, là je vais acheter une armure dans la ville, machin. Bon, ça, on s'en fiche un peu de les jouer, et c'est bien joué une fois sur 1000. Le reste du temps, c'est juste un échange monétaire et puis quelque chose à gagner pour le personnage. Par contre, le fait que les personnages, que les joueurs travaillent leurs personnages, même lorsque c'est de manière inconsciente entre les parties, pour moi, c'est la particularité première du jeu de rôle en campagne, et ce qui fait que ce jeu est plus impliquant que les jeux de plateau. Où en fait, les jeux de plateau et les autres jeux, vous avez des objectifs à court terme. Là, vous avez, c'est même pas un objectif en fait, c'est vous avez une progression, une évolution, parce que ça peut être une régression dans certains cas par rapport à des chocs moraux ou quoi que ce soit. Vous avez quelque chose qui évolue à côté de la partie. Alors ce qui est fou, quand je suis arrivé à me faire cette réflexion, c'est que j'ai commencé à regarder un petit peu ça par rapport au jeu, au système de jeu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelque temps, beaucoup de jeux proposent, notamment pour le jeu en campagne, des règles pour encadrer ce qu'ils appellent le downtime, c'est-à-dire le temps où les personnages ne sont pas dans une aventure, mais ils sont entre deux aventures. Et vous avez des mécaniques de jeu qui vous permettent de faire des jets pour éventuellement progresser dans telle compétence, acheter quelques équipements, aller poser 2-3 questions à des PNJ et obtenir des réponses comme ça en dehors des temps de jeu, voilà. Et là, c'est rattaché à des mécaniques. Par contre, la 5e dimension dont moi je vous parlais, le souci qu'on a, qui est à la fois un souci et une immense liberté, c'est à ma connaissance, il n'y a aucun jeu qui prend ça en compte. C'est-à-dire que c'est sous-entendu dans ce que propose l'activité jeu de rôle, mais ce n'est jamais traité dans aucune règle, dans aucun système. Voilà, donc je réfléchis beaucoup en ce moment là-dessus. Plus j'y réfléchis, plus je me rends compte en fait des implications que ça entraîne, de la difficulté aussi dans le contrat social de base de bien faire comprendre à chacun des joueurs que si on veut augmenter la qualité pas vraiment la qualité de la partie, mais le fun, même le simple plaisir qu'on veut avoir dans l'expérience rôlistique, moi je trouve qu'il faut essayer de creuser dans ce sens-là et essayer, comme je vous disais, que tous les joueurs creusent en même temps de manière à ce qu'on continue de bâtir quelque chose avec l'ensemble de la table et pas d'un côté le maître de jeu. On a tous connu ça, hein, le maître de jeu qui lui travaille à mort son scénar avec des joueurs qui sont plus des joueurs qu'il faut tracter et qui viennent juste bim boum, je viens, je fais la partie, mais entre les parties, je ne pense pas du tout à l'intrigue, je ne pense pas du tout à mon personnage. Et le gars, après, vous l'envoyez, il va chercher des infos dans une ville, il se rappelle même plus du nom du PNJ qu'il doit interroger. Bref, c'est une catastrophe en termes d'immersion, parce qu'il est incapable, de dire je vais rechercher telle personne, il se rappelle plus du nom, etc. Il y a les comptes rendus de partie qui permettent éventuellement de relire pour avoir les éléments en tête. Très pratique, on le fait très souvent dans les jeux d'enquête. Les joueurs ont besoin, quand ils vont jouer, de relire un peu, surtout si ça fait longtemps entre les deux séances, si c'est écoulé un fort laps de temps. Il faut se rappeler qu'on avait trouvé telle info, mais qu'on n'était pas sûr que c'était une supposition, qu'il faudrait aller chercher un témoignage supplémentaire pour vérifier qu'on s'est pas trompé, et qu'effectivement ce type-là, pendant l'heure du crime, il n'a pas vraiment d'alibi, ou son alibi n'a pas l'air de tenir. Bon, ça c'est une chose sur les jeux d'enquête. Mais même sur les jeux beaucoup plus sur l'ambiance, ça doit exister. Et je dois même dire qu'à mon avis, voilà, c'est ça le jeu de rôle. C'est que vous avez un système de règles, mais vous n'êtes pas que là-dessus. Il y a cette magie de quelque chose qui évolue et qui petit à petit, par vos choix propres, vous amène à avancer.
Donc, aujourd'hui, je réfléchis à comment pouvoir peut-être intégrer des règles pour maximiser cela. La première chose à laquelle je pense, c'est que je pense que ma prochaine campagne, surtout une campagne moyenne ou longue durée, je pense que je brieferai bien les joueurs là-dessus, dès le départ, de manière à ce qu'ils voient bien un petit peu le sens dans lequel je veux aller, parce qu'il faut que ce soit clair. Si vous voulez des joueurs investis, qui réfléchissent, qui vont amener la qualité, qui vont interpréter de mieux en mieux leur personnage, parce qu'ils vont avoir fait ce petit travail, il faut les prévenir en début de partie. Chez certaines personnes, ça va être naturel, parce que inconsciemment, depuis qu'ils font du jeu de rôle, ils vont avoir intégré la chose naturellement et le faire comme ça. Pour d'autres joueurs, je pense que le maître de jeu peut faciliter la chose en l'évoquant dès le début de sa campagne. Et surtout, ça va être à lui peut-être de veiller dans ce qu'il perçoit de chacun des joueurs, de veiller à ce qu'il n'y ait pas trop de... Enfin, qu'on soit pas au bout de 15 séances avec des joueurs qui ont fait cette 5e dimension, qui l'ont exploité à 98%, et des joueurs qui ne l'ont pas fait. Parce que là, il y aura des décalages, et donc du coup, ce sera d'autant plus difficile pour le maître de jeu de prévoir un peu comment a des chances de réagir sa table. Puisque selon quel joueur va s'emparer de la situation, on n'aura pas la même visée. Voilà, c'est un point de vue tout à fait personnel, une chose à laquelle j'avais pensé que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas dans les commentaires à réagir, à me dire ce que vous en pensez, éventuellement vous, quelles sont vos expériences là-dessus. Est-ce que vous vous étiez déjà posé ce genre de questions, et éventuellement même ce que vous mettez en place pour aller dans ce sens-là, ou si ça vous semble pas du tout quelque chose d'important, voilà. C'est toujours plaisant de lire vos retours. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.